Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur OTV, la télévision régionale. Libérer les entreprises, libérer les énergies, tel peut être résumé l'objectif de cette nouvelle mandature concernant le monde économique réunionnais. Élus, chefs d'entreprise, mais aussi les jeunes sont concernés par la construction de cette nouvelle dynamique. Aussi, pour en parler, nous recevons ici au sein de l'entreprise Mascarin, Monsieur Didier Robert, président de la région Réunion, Monsieur Thierry Delahaye, délégué académique aux enseignements techniques au rectorat, Madame Sabine Montrouge, responsable pédagogique du projet Chaudrozip, et Monsieur Bounaya Omani, directeur des services financiers de l'entreprise Chaudrozip. Monsieur le Président, la jeunesse est le fil conducteur du projet de cette mandature. Quel message souhaiteriez-vous leur porter au sujet du développement économique réunionnais ? De manière très simple, l'un des plus grands enjeux, sinon le plus important, c'est effectivement de faire en sorte qu'il y ait une vraie adéquation entre formation et accès à l'entreprise. Comment faire en sorte que les jeunes réunionnais puissent avoir un parcours de formation le plus abouti possible, que ce soit une formation, j'allais dire classique au niveau universitaire, mais également une formation professionnelle. Vous savez que nous attachons autant d'importance à l'une ou à l'autre de ces filières de formation. Comment faire en sorte que ces formations amènent directement à l'emploi ? C'est encore une fois tout le sens des dispositifs que nous avons mis en place dans le cadre de la formation professionnelle. C'est le dispositif du plan régional des formations qui a été signé en 2012 avec l'ensemble des partenaires. Et aujourd'hui, nous voulons franchir une étape supplémentaire qui consiste à faire en sorte que les entreprises soient davantage, puis finalement, à l'écoute de ce qui peut se faire et qu'il y ait une démarche d'entreprise citoyenne. Donc c'est vers cela que nous voulons tendre aujourd'hui. Et donc les dispositifs de la région, les dispositifs d'accompagnement, d'aide de la région vont être recalibrés donc dans le cadre du nouveau schéma régional de développement économique par rapport justement à cette préoccupation. Et donc pour être concret, il y aura des aides plus importantes qui seront accordées à des entreprises qui joueront davantage le jeu de la formation, de l'apprentissage pour permettre effectivement à ces jeunes réunionnais d'avoir le parcours le plus abouti. Nous accueillons aujourd'hui un projet fort intéressant qui est une mini-entreprise au sein du lycée Le Pervenche au Port. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots comment c'est organisé en fait, comment c'est mis en place la mini-entreprise En fait, je suis le directeur de services financiers et il y a six groupes repartis. Il y a le service commercial, le service technique et le service ressources humaines et les services administratifs et les directions générales. D'accord. Et toute la classe est mobilisée en fait autour de cette organisation. Est-ce que vous pourriez nous dire quels produits vous réalisez En fait, on fait des bons, mais on fait des bons par commande. On nous dit de fabriquer des bons pour l'école parce qu'il y a des écoles, il manque des bons et on fait ça par commande. Et il y a la région, il achète des bons pour les lycées, parce qu'il y a des lycées en manque de bons, et on fait des bons pour... quand on nous dit de faire des bons, on fait des bons adaptés au développement durable. On va laisser peut-être Madame Sabine Montrouge nous expliquer justement la portée pédagogique du projet. Alors, travailler par pédagogie de projet, ça stimule beaucoup les élèves, surtout les élèves qui sont en grande difficulté scolaire et sociale. Au lycée Léon Le Pervenche, en début d'année, quand on m'a annoncé que j'avais une classe de chaudronnerie industrielle, je me suis dit, ouf, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir les motiver parce que je suis prof de lettres-histoire. Et du coup, donc, on a décidé de mettre en place une mini-entreprise. Donc, dans la mini-entreprise, on appelle ça une mini-entreprise parce que chaque élève a un rôle bien précis dans la mini-entreprise. Chaque élève de la classe est investi et a un rôle bien précis. Et à travers cette mini-entreprise, donc, ils voient donc tout ce qui est les compétences scolaires, les compétences de leur matière professionnelle, donc la chaudronnerie, et aussi les compétences sociales, là, comme par exemple prendre la parole en public. On voit aujourd'hui Bounaya qui fait l'expérience de cette compétence-là, prendre la parole en public. Hors d'une mini-entreprise, quand on est en chaudronnerie industrielle, on est rarement comme ça en avant et on prend rarement la parole. Voilà. Donc ça nous permet de travailler ce type de compétences. Il nous parlait tout à l'heure qu'ils sont partis à l'université pendant la semaine de savoir CDI. Donc voir un petit peu comment ça se passe à l'université et comment communiquer autour de la mini-entreprise. Donc ils vont aussi partir à Paris au mois de mai, enfin, la semaine prochaine, avec l'aide de la région justement, qu'on remercie beaucoup,
pour pouvoir présenter leur mini-entreprise au salon régional Île-de-France. Donc, les deux lycées, lycée Léon Le Pervenche et le lycée Vubel, donc les deux mini-entreprises sont conviés à Paris pour présenter leur savoir-faire en fait en métropole. Il a été abordé tout à l'heure le sujet de parrain, de chef d'entreprise, justement parrain de cette initiative. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur ces personnes? Alors la mini-entreprise, c'est un trinôme en fait, l'éducation nationale, la région et un parrain. Voilà, donc quelqu'un d'un secteur privé qui vient une fois par mois travailler avec les élèves, voir un petit peu l'avancée du projet, est-ce qu'on avance, qu'est-ce qui se passe, si on rencontre un problème, voilà. Donc faire rentrer, ce qui est intéressant avec la mini-entreprise, c'est qu'on fait rentrer dans l'école le monde de l'entreprise. Voilà, on donne l'esprit d'entrepreneuriat aux élèves et on voit les chefs d'entreprise venir s'investir auprès de ces jeunes qui sont les futurs acteurs du secteur économique à La Réunion. Donc on les voit venir expliquer aux élèves comment ça se passe dans une entreprise, qu'il faut que tous les services se mettent à travailler pour ne pas pénaliser tel ou tel service par exemple. Donc le parrain vient, donc on a deux parrains qui sont là aujourd'hui, donc M. Chabernaud qui est le parrain de la mini-entreprise donc Chaudrosip à Léon Le Pervenche et M. Roussari qui est le parrain de la mini-entreprise SOS Sound sur Vubel. Donc les parrains viennent, discutent avec les élèves, voient comment ils peuvent les aider sur tel ou tel problème lié à l'entreprise. Parce que je reste quand même une simple prof de lettres histoire, donc je ne maîtrise pas tous les rouages d'une entreprise. Donc voilà, c'est vrai que pour nous, personnel de l'éducation nationale, c'est assez intéressant de voir le monde de l'entreprise rentrer dans les établissements et surtout dans un établissement professionnel. Et à quelques jours de partir justement présenter vos projets sur Paris, est-ce que vous pourriez justement nous dire si vous avez vu une évolution au niveau de vos élèves entre le début de l'année, la mise en œuvre de ce projet et aujourd'hui? Oui, une très grande évolution. Vous voyez, je n'ai plus besoin de répéter 3 fois, enlever la casquette, faire ceci, etc. Ils le font assez facilement. Moi, j'ai 8 heures de cours avec eux par semaine. Donc 8 heures de français, c'est pas la matière préférée des élèves. Donc il me fallait trouver une méthode pour qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils étaient en train de faire du français. Un exemple, lors de la semaine de la presse au mois de mars, je leur ai dit, dans mon programme, moi j'ai construction de l'information, donc on doit travailler sur la presse, etc. Donc je leur ai dit, on va écrire un article pour présenter Chaudrosip au monde journalistique à La Réunion. Donc on est allé sur un site internet, on a regardé comment se présentait un article, le chapeau, le titre, etc. Donc en fait, ils ont fait du français sans s'en rendre compte et au bout de 2 heures, on avait écrit un article qu'on avait envoyé donc à la presse et qui a été publié le lendemain. Donc ils ne se sont même pas rendus compte qu'on avait travaillé pendant 2 heures parce que pour eux c'était on travaille sur la mini-entreprise, on apprend à communiquer, etc. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que je fais mon programme mais à travers un projet qui les intéresse. Voilà, le but c'est vraiment d'arriver à raccrocher les élèves et partir donc de leur matière professionnelle, partir de ce qu'ils aiment. Je pense que c'est la meilleure façon qu'on a aujourd'hui de pouvoir faire en sorte d'éviter le décrochage scolaire. Monsieur Delahaye, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes délégué académique. Au niveau justement du projet de la mini-entreprise, Madame Monrouge parlait de 2 projets qui partent à Paris, il y a d'autres projets un peu partout sur l'île. Dans quelle démarche ça s'inscrit au niveau de notre académie? Alors ça s'inscrit dans une démarche qui est entreprendre pour apprendre. Voilà, c'est-à-dire que l'idée, c'est que les jeunes, au-delà de la spécialité qu'ils ont choisie, donc à présent la chaudronnerie, se rendent compte que on est un maillon dans une chaîne, et chaque maillon est important. C'est l'histoire de la chaîne de vélo. S'il y a un maillon qui casse, le vélo il n'avance plus, quoi. Et donc l'idée est, en termes de, en termes de formation pour les jeunes, ce qu'on entend souvent de la part des entreprises, c'est de nous dire, oui, les jeunes, ils sont globalement bien formés, bien sûr pas toujours directement opérationnels, parce que chaque entreprise a ses particularités, mais surtout, travailler le savoir-être, travailler le savoir-être, c'est ça qui est important. Et pour travailler ce savoir-être, qui leur parle pas trop aux âges où ils ont, est-ce que ça nous parlait, nous, quand on avait leur âge, je sais pas, c'est de dire, avoir conscience que ce que l'on fait, ça peut aller beaucoup plus loin. Et ça a été très bien dit par Madame tout de suite, ça peut aller beaucoup plus loin que faire du français pour le français. On peut aimer le français pour le français, il y en a, et tant mieux.
mais il faut aussi aimer ce qu'on fait. Et l'intérêt de ce que l'on voit là, c'est de faire des jeunes qui soient dynamiques, parce que de toute façon, notre rôle, nous, au niveau de l'éducation nationale, c'est d'accueillir tout le monde et de faire que tout le monde puisse trouver sa place dans la société. Alors, après, malheureusement, c'est pas parce qu'on donne un diplôme à un jeune qui va trouver tout de suite du travail qu'on va générer du travail. Maintenant, pour que les entreprises puissent fonctionner, il faut que les jeunes qu'elle embauche, que les gens qu'elle embauche soient de plus en plus qualifiés, parce que au niveau des entreprises, là nous sommes ici dans une entreprise qui intègre aussi beaucoup de technologies. Et ça, malheureusement, de l'extérieur, on ne le voit pas. Il faut rentrer dans les entreprises pour le voir. Il faut travailler avec les entreprises pour le voir. Voilà. Oui. Vous diriez qu'en fait, il y a une nécessité de rapprocher l'école et l'entreprise, que ce soit d'un point de vue élève ou d'un point de vue entreprise. Des deux côtés. Je crois que des deux côtés. Alors ça se fait déjà. Si vous aimez mieux, on a déjà beaucoup d'entreprises qui nous accueillent, qui accueillent nos jeunes pour des stages de découverte, pour voir ce que c'est qu'une entreprise au niveau 3e. C'est beaucoup, hein. Je vais vous donner un chiffre. C'est à peu près 12 000 jeunes par an qui viennent passer une semaine de stage. Vous imaginez ce que ça représente? Il faut trouver 12 000 semaines de stage. À ça, vous avez tous les jeunes qui sont dans les filières professionnels, que ce soit de CAP, de Bac Pro, de BTS, qui ont jusqu'à 16 semaines, là on ne parle plus de stage de découverte, mais de formation en milieu professionnel. Oui, et c'est vrai que Madame Montrouge expliquait que donner un côté ludique aux matières un peu traditionnelles permet aussi un peu de dédramatiser l'enseignement tel qu'il peut être perçu quand on est en léger décrochage ou quand on est dans des filières techniques. Chez nous, dans les lycées professionnels, l'enseignement général n'a pas une place prioritaire dans l'esprit des élèves. Hein. Eux, ils sont là pour faire leur matière professionnelle. Donc c'est vraiment à nous aussi de trouver une manière de les intéresser, de faire en sorte qu'ils arrivent. Bounaya parlait tout à l'heure des 3 pôles du développement durable. C'est le programme de géographie en seconde professionnelle. Tout le programme de géographie, c'est le pôle du développement durable. Donc il a fallu, à travers ce projet de mini-entreprise, que j'arrive à intégrer en même temps mon programme de géographie. Donc on fait de l'économie parce qu'on vend un banc, on fait de l'environnement parce qu'on fait du recyclage, on récupère les chutes dans les différents ateliers du lycée, et on fait du social parce qu'avec les bénéfices qu'on va faire à la fin de l'année, on va faire des prêts à des micro-entrepreneurs qui n'ont pas droit, qui n'ont pas accès au crédit. Donc les élèves ont choisi, avec le bénéfice, de reverser ça à des gens qui n'ont pas accès à des crédits. Donc vous voyez, le but c'était d'arriver à leur faire travailler sur le développement durable sans leur dire on va dessiner les 3 cercles du développement durable, on va recopier la définition du développement durable. Voilà, donc leur donner le sens de la définition, mais toujours à travers leur projet. Je vous remercie, donc merci à tous. Nous allons diffuser un reportage en fait sur justement la mini-entreprise Chaudrozip. Monsieur le Président, je vous invite à rester avec nous. À tout de suite. On a réalisé des bancs. Et pour la construction, on a pris des tôles de 4 mm d'épaisseur pour que ça soit solide. De comprendre les plans, faire les plans aussi. Ensuite de réaliser les prototypes. Puis on a plié à la machine pour celui-là. Puis on a pris des morceaux de fer et de tôle pour souder en bas pour que ça tienne l'équilibre. C'est pour mettre dans d'autres lycées, s'ils sont en manque de bancs. Et pour celui-là, on a pris une tôle de 2 mm. Puis pour que ça soit solide, on a mis des barres de fer pour qu'on puisse s'asseoir. Et ça a pris au moins 4 heures de temps pour faire un banc. Il y a déjà une commande pour ce banc-là, il est déjà commandé? Oui, notre lycée. D'accord. Est-ce que vous allez en construire plusieurs comme ça? Oui, ça dépend des commandes. Ouais. On a déterminé le prix avec un prof à l'école. D'après la tôle, d'après le prix qu'on a acheté la tôle, la qualité. Après on fait des calculs. Voilà, le temps aussi. Le temps à réaliser les pièces. 21,99 €. Oui, 22 €, on va dire 22 €. Nous sommes de retour sur le plateau. Je vous propose d'accueillir nos nouveaux invités. Monsieur Sergio Victoire, agriculteur de Salazie et porteur d'un projet touristique pour le cirque de Salazie. Monsieur Ludovic Narayanin et monsieur Laurent Herman, cofondateurs de Datarox.io. Donc monsieur Sergio Victoire, est-ce que vous pourriez nous présenter votre parcours et votre projet, s'il vous plaît?
C'est Sergio Victoire, agriculteur sur Salazie depuis 25 ans. Aujourd'hui, j'ai un projet touristique que est en train de m'ajouter depuis à peu près un an et demi. Aujourd'hui, le stade du permis de construire et l'aménagement du foncier est déjà fait. C'est une construction de bungalows, d'environ 12 bungalows, pour une capacité de 22 chambres. Là, vous voyez sur le PowerPoint un petit peu là où est situé, où se sera située la structure. Aujourd'hui, pour démarrer les travaux, normalement, là, j'ai sollicité la région pour les subventions, voir un petit peu comment ça fonctionne, et pour un démarrage bientôt. Est-ce que vous pourriez nous donner l'impact en fait sur l'impact économique sur le cirque de Salazie d'un projet de cette envergure? Déjà, l'impact économique aujourd'hui, pour construire ces bungalows, il faut au moins une dizaine de personnes déjà, que ce sera des gens de Salazie même qui va construire. Aujourd'hui, on a un pourcentage de chômage quand même assez élevé sur Salazie. On est à 43% de chômeurs sur Salazie, pour une population de 7500 habitants. Donc, déjà, c'est une aubaine pour l'emploi. Après, à la finition de ces bungalows, il y aura 8 emplois créés pour le fonctionnement de ces bungalows. Et voilà un petit peu Et puis le Salazie, comme vous connaissez, hein, Salazie c'est un endroit touristique bien prisé, surtout Elbourg. On est dans le cadre de la mandature de la région, le tourisme est un secteur prioritaire et sont travaillés effectivement des projets différenciés. Dans le cadre du cirque de Salazie, vous diriez que les spécificités qu'il faudrait mettre en avant, quelles sont-elles? Déjà, la région, c'est bien qu'aujourd'hui, il parle d'accompagner les acteurs économiques dans le tourisme. Aujourd'hui, on a beaucoup à faire encore sur Salazie, parce qu'il y a le tourisme de la côte et le tourisme des montagnes. Salazie, aujourd'hui, avec ses cascades, ses montagnes, son canyoning, là, on vient de créer, comment ça s'appelle, le trail. Oui, il y a un projet de maison du trail. Le trail, ce sera mis en œuvre cette année. Hein. On a notre propre trail à Salazie. Donc les gens ont quand même des choses à faire. Quand le tourisme monte à Salazie, ils ont beaucoup. Le bassin, les truites viennent être réouverts. C'est un lieu quand même bien prisé avec les touristes. Donc je pense en passant par ce projet de bungalow, d'accueillir, parce que c'est plus accueillir les touristes. Aujourd'hui, on manque de structure à Salazie. Hein. Merci Monsieur Victoire. Autre sujet prioritaire pour la région Réunion, l'innovation. Monsieur Narayanin, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre structure? Donc, je suis le cofondateur de DataRox et on édite une solution logicielle qui va permettre de créer de façon très intuitive et ergonomique à partir de données des tableaux de bord. Et ces tableaux de bord peuvent servir à la fois au pilotage d'activités, donc dans le cadre de l'aide à la décision, mais également de communication de données, dans le cadre par exemple de démarches open data ou pour pouvoir communiquer en interne des informations à ses collaborateurs ou à ses partenaires. Donc aujourd'hui, on a une solution qui est très dynamique, qui est très visuelle, et donc je vous propose de vous faire une démo pour que vous compreniez assez rapidement les atouts d'une solution comme Prompto. Voilà, donc Prompto, c'est un éditeur tableau de bord dans un navigateur internet. Là, vous avez un exemple de tableau de bord sur la démographie des entreprises à La Réunion. Ce sont des données issues de l'INSEE pour 2014. Donc le principe du tableau de bord, c'est qu'il est interactif. Donc il suffit par exemple de cliquer sur la commune du port pour voir qu'on a 2300 entreprises. Et si on clique, l'ensemble du tableau de bord se met à jour instantanément pour représenter le filtre que je viens d'appliquer. Et on voit donc qu'il y a par exemple 75% d'entreprises non artisans et 2304 entreprises au port, dont une grosse majorité qui ont peu de salariés. Ça, c'est pour la visualisation du tableau de bord. Pour éditer le tableau de bord, pour l'enrichir, donc, ça se passe toujours dans le navigateur et c'est très simple en fait. Si je crée un nouvel onglet par exemple, pour créer des nouveaux éléments, il suffit de glisser et déplacer les éléments directement sur le tableau de bord. Par exemple, là j'ai choisi d'afficher le code APE des entreprises. Je vais rajouter le nombre d'entreprises associées pour voir directement le nombre d'entreprises par code APE. Et si ensuite, par exemple, je rajoute la commune,
toujours le nombre d'entreprises. Donc on peut voir à la fois la répartition des entreprises selon leur activité et selon leur commune. Et par exemple, si on sélectionne ce qui est relatif au BTP, donc des travaux de maçonnerie, etc., on voit qu'elles sont majoritairement présentes au Tampon, à Saint-André et à Saint-Denis. Donc voilà, c'est un outil pour créer très simplement et rapidement des tableaux de bord pour faire de l'analyse sur ces données. Voilà. En fait, notre objectif avec cet outil, c'était de vraiment apporter quelque chose de non technique. Pas besoin d'être informaticien pour pouvoir exploiter ces données. Donc c'est vraiment orienté à tout type de public. Le logiciel aujourd'hui se connecte à toute source de données et comme je vous dis, on peut travailler soit dans l'open data, on peut travailler sur les systèmes d'information des entreprises et toujours avec cette même souplesse. Là on a vu l'édition de tableau de bord, mais tout l'esprit de Datarock, c'est garder cette simplicité-là dans l'installation, le déploiement du logiciel. Très bien, je vous remercie. Monsieur le Président, le tourisme et l'innovation sont des secteurs économiques prioritaires, comme nous l'avons dit. Mais nous voyons ici qu'il n'est pas simple de créer son entreprise, de la faire vivre. Quel accompagnement propose la région Réunion ? D'abord, si vous me le permettez, je voudrais saluer le travail et le sérieux de ces deux projets qui sont très différents, effectivement, l'un de l'autre. Mais ça montre, c'est la démonstration qu'il y a une vraie dynamique qui est en train de se construire ces dernières années. Et vous savez qu'à la région, nous avons fait le choix depuis 2010 de mettre en lumière les secteurs prioritaires et considérer que la stratégie économique et le développement économique de la Réunion passent aujourd'hui par notre capacité, bien sûr, à la fois de porter des grands chantiers, c'est ce que nous faisons, mais parallèlement à cela, de penser à la Réunion d'aujourd'hui, de celle de 2020, 2025, 2030, et donc quels seront les piliers de croissance à ce moment. Et ces piliers de croissance, ce sont incontestablement, parmi ceux que nous avons pu avoir des exemples ce matin, le développement du tourisme, les énergies nouvelles, le numérique, tout ce qui a trait aujourd'hui à la recherche, à l'innovation, aux filières agroalimentaires. Voilà le bloc moteur finalement de l'économie réunionnaise aujourd'hui et dans les années qui viennent. Il y a une difficulté majeure aujourd'hui, c'est que les petites entreprises et les très petites entreprises n'ont pas souvent l'information au bon moment pour pouvoir effectivement mener à bien leurs projets. D'où l'idée aujourd'hui de mettre en place avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, avec la Chambre de métiers et de l'artisanat, des guichets uniques dans chacune des micro-régions pour aller au plus près finalement du porteur de projet. Donc ça c'est un élément qui est un élément clé. Nous allons travailler également sur tout le volet ingénierie financière parce que souvent pour les startups ou pour des projets qui ont pu être décrits, le volume financier n'est pas très important au départ. Mais les entreprises ont absolument besoin d'avoir un accompagnement financier pour pouvoir être certains d'aller jusqu'au bout. Donc ces secteurs prioritaires vont faire l'objet d'une réécriture finalement du schéma régional des formations, donc de l'innovation et de l'internationalisation. Donc un mot un peu barbare. Donc en fait la feuille de route finalement de la Réunion pour les 10 prochaines années, les 15 prochaines années. Donc nous allons écrire cette partition avec l'ensemble des acteurs privés. Valider cela d'ici la fin de cette année et c'est sur cette base que nous aurons cette fois, donc encore une fois, le carnet d'action pour les prochaines années pour le développement économique réunionnais sur la base de ces secteurs prioritaires. On voit aussi à travers le projet de Monsieur Victoire la nécessité en fait quand on est un porteur de projet d'avoir un accompagnement renforcé justement pour construire, pour pouvoir avoir une lisibilité sur les aides et dispositifs accessibles. Donc vous parliez de guichet unique au niveau des micro-régions. Pour quand vous pensez, quelle est la date de mise en œuvre de ce... Très rapidement, l'objectif c'est de pouvoir, dès le mois de septembre, donc dans quelques mois maintenant, rendre opérationnels ces guichets uniques. Nous l'avons déjà fait en ce qui concerne la gestion des fonds FEDER, puisque vous savez que la région Réunion est autorité de gestion donc, sur les fonds FEDER depuis l'année dernière. Et donc nous avons mis en place ces guichets uniques spécifiques financement européen. Et donc là, c'est une deuxième étape à laquelle nous procédons encore une fois. Donc rendre effectif des guichets d'information, d'accompagnement, donc dans chacune des micro-régions encore une fois, y compris donc sur la 5e micro-région. Donc nous réfléchissons aujourd'hui pour pouvoir installer ce guichet unique dans les Hauts, donc soit à la plaine des Caves, soit à la plaine des Palmistes, pourquoi pas à Salazie. Donc et faire en sorte encore une fois que nous soyons plus près, donc opérationnel au mois de septembre. Très bien. Et pour avoir un ordre d'idée, est-ce qu'on a connaissance de l'enveloppe d'aide et dispositifs qui est disponible justement pour les entreprises Globalement, on est, si je devais résumer, on est à un peu plus d'1,6 milliard donc d'investissement public qui va être porté. Alors une part importante encore une fois sur l'action grand chantier réunionnais, mais globalement l'accompagnement des entreprises, on va être entre 200 et 300 millions d'euros, donc d'accompagnement, d'aide, de subventions qui vont être portées pour pouvoir faire en sorte que nous soyons là aussi dans une démarche complémentaire entre l'action publique et l'action des entreprises. Ce sont les entreprises qui créent de l'emploi
Et sur ce territoire, si l'on veut, sur notre territoire, si nous voulons effectivement aller de l'avant, donc notre rôle à nous, Région Réunion, c'est d'être facilitateur et d'être aux côtés des entreprises réunionnaises. Très bien, je vous remercie Monsieur le Président. Nous allons passer en fait à la visite guidée de la chocolaterie de Mascarin. Restez avec nous, le temps de découvrir nos nouveaux invités. Cet outil est ultra moderne, il va nous permettre de faire des nouveaux produits que nous ne sommes pas à même de pouvoir faire. Il va surtout nous permettre de pouvoir utiliser des pulpes de fruits de très haute qualité, parce que pour cela il faut des mélangeuses particulières que nous avons achetées. Et ces pulpes de fruits que vous connaissez, qui sont fabriquées par exemple par Royal Bourbon Industries, entre autres, il y en a d'autres, mais notre souhait c'est de travailler avec Royal Bourbon Industries et d'arriver effectivement à mélanger la pulpe mangue ananas dans un chocolat de très haute qualité. Aujourd'hui nous sommes à 90 tonnes. Donc cette usine a été, comment dirais-je, pensée, non pas pour aujourd'hui, mais pour dans 5 ans. Donc voilà, voire même dans 10 ans. Et c'est ça qui est important, parce que construire une usine de 700 à 800 mètres carrés plus petit, ça coûte pas beaucoup plus moins cher. Donc il valait mieux investir tout de suite, d'accord, et pouvoir demain progresser et nous développer dans d'autres productions, parce qu'on a d'autres projets pour dans 5 à 10 ans, donc que nous mettrons en place. Nous voici en compagnie de nos nouveaux invités, donc Thomas Mariotti, directeur de Réunix, Frédéric Hochet, président directeur général de Mascarin, et Alicia Réchichou, présidente directrice générale de Chaude-Rosip, la mini-entreprise que nous avons présentée tout à l'heure. Donc, Monsieur Mariotti, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours, quelles sont les spécificités de votre entreprise, et notamment vos rapports justement à la jeunesse réunionnaise? Bien sûr, bonjour à tous. Alors, au niveau de Réunix, c'est une entreprise qui a été créée depuis 2005, donc il y a un peu plus de 11 ans maintenant, et qui a été créée sous la forme d'une entreprise unipersonnelle et qui a connu un développement sur les 10 dernières années assez important, et notamment grâce aux aides de la région sur l'apprentissage, puisque ça nous a permis de lancer nos premières embauches, puisque quand on crée une entreprise, les moyens sont limités. Et les aides de la région sur l'apprentissage étaient vraiment importantes pour pouvoir recruter des premiers techniciens informatiques pour ensuite continuer à conserver ces éléments dans nos effectifs permanents. Depuis l'année dernière notamment, avec le coût zéro, ça nous a permis d'embaucher de nouveaux apprentis qui ont intégré l'équipe et qui ont un parcours d'intégration avec un système de parrainage au sein de l'entreprise, où chaque nouvel apprenti qui arrive en fait est parrainé par un responsable de contrat et qui va complètement suivre un parcours qui va lui permettre de s'intégrer totalement dans l'entreprise, aussi bien sur l'aspect client que technique. Donc voilà un petit peu l'historique sur l'apprentissage chez Réunix. Et aujourd'hui, on est vraiment très satisfait de cette expérience, puisque l'équipe qui était donc de une personne, moi-même lors de la création, on est donc aujourd'hui à 6 personnes. Et les objectifs, les perspectives de développement sont très bonnes sur les prochaines années. Vous avez donc une expérience d'une dizaine d'années au niveau de l'apprentissage. Est-ce que vous avez identifié des évolutions par rapport aux formations, aux profils que vous pouvez intégrer aujourd'hui ? Quelle expérience justement vous en avez retenu Alors, au niveau de l'expérience de l'apprentissage, ce qui était très intéressant pour nous, c'était l'ouverture d'un centre à proximité de notre entreprise qui est basé à Sainte-Clotilde, sur la zone du parc à Sainte-Marie, qui a effectivement une filière informatique et pour lequel
le profil des enseignants était aussi très intéressant et bénéfique pour nous, puisqu'on avait une partie des enseignants qui étaient des enseignants origine éducation nationale, donc de vrais enseignants, professeurs, entre guillemets, et la partie plutôt technique de l'enseignement était donnée par des professionnels. Donc là, du coup, ça nous permet d'avoir des apprentis qui sont opérationnels très rapidement et qui comprennent tout de suite les enjeux d'une entreprise, puisque l'enseignement technique se fait par des professionnels. Donc c'était vraiment très intéressant pour nous, cette implantation sur la zone de Nuparc depuis 2010. Et pour le coup, le partenariat avec ce CFA ECR à Duparc est renforcé d'année en année. Donc comme vous l'expliquiez, en fait, vous avez là maintenant, en gros, des apprentis qui sont quasiment déjà eux-mêmes en fait dans une formation en alternance, j'ai envie de dire, puisque au sein du CFA, oui, ils ont à la fois déjà en fait un enseignement technique entreprise et j'ai envie de dire un peu traditionnel. Absolument. Et en plus de ça, nous avons mis en place avec le CFA des réunions trimestrielles avec les maîtres d'apprentissage afin de faire des remontées d'informations à double sens entre les maîtres d'apprentissage et les responsables pédagogiques du centre pour pouvoir échanger sur les besoins de formation concrets et également sur les progrès de l'apprenti au sein de l'entreprise. Et les personnes, donc vous disiez, vous êtes passé à 6 employés aujourd'hui, oui, ce sont des apprentis que vous avez conservés en contrat. Sauf mon responsable de contrat, et effectivement, qui a un niveau plutôt ingénieur, mais tous mes autres techniciens sont effectivement des apprentis. Et d'ailleurs, j'en profite pour solliciter la région sur mon implantation prochaine sur la Technopole, qui devrait me permettre de mettre en place un partenariat avec les Irois pour le recrutement d'ingénieurs effectivement de niveau supérieur. Très bien. Monsieur Hochet, donc président directeur général de Mascarin, quel rapport une entreprise telle que la vôtre a avec justement l'apprentissage? Bonjour tout d'abord. Bonjour, excusez-moi. Alors le rapport pour Mascarin, il est assez nouveau en fait, et il va être surtout sur le futur. Donc Mascarin, c'est 4 métiers de production locale: le sucre, le sirop, le chocolat et le rhum. Et dans chaque métier, nous avons des spécificités. Et donc ce qui est important pour nous, c'est de mettre en place un process de collaboration avec l'apprentissage pour pouvoir demain avoir les ouvriers et l'encadrement qualifié dont nous aurons besoin. Voilà. Donc je donne un exemple aussi, c'est sur la partie chocolat. On a une nouvelle chocolaterie que l'on va visiter tout à l'heure. On est actuellement au sein de la nouvelle usine de sirop, de fabrication de sirop. Donc nous aurons besoin demain de compétences nouvelles par rapport à l'effectif que nous avons. Donc il nous faudra forcément avoir des jeunes qui sont qualifiés, qui vont être formés à nos métiers de chocolat et nos métiers de sirop. Donc pour nous c'est très important. Alors je vais insister surtout sur le fait que la difficulté que peut rencontrer une entreprise, et c'est important, c'est de pouvoir recruter des apprentis. Ça paraît très simple, mais moi je pose la question, si j'ai besoin d'un apprenti, à qui dois-je m'adresser? Et donc ça c'est compliqué, et ça je pense que c'est un élément essentiel, et c'est pour ça que le fait que la région s'investisse dans ce process nous donne pour nous une vision, et donc forcément une sécurité dans les 2 à 3 années futures, de nous permettre d'avoir accès à l'apprentissage. Monsieur le Président, je vous laisse peut-être répondre à cette demande. Je l'ai précisé tout à l'heure, le principe même des guichets uniques donc, que nous voulons poser doit pouvoir effectivement répondre, donc à permettre de répondre à ce type de problématique. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise ne doit pas passer autant de temps qu'il ne le passe aujourd'hui donc entre les différents services administratifs. Aller dans les services de l'État, revenir à la région, passer la chambre de commerce, repartir. C'est un vrai parcours du combattant, quel que soit le sujet que l'on veut traiter. Là, on parle d'apprentissage, mais pour un porteur de projet, c'est encore plus important, pas plus lourd encore. Et donc, l'idée de ce guichet unique, c'est d'avoir un endroit où le chef d'entreprise ou le porteur de projet sait qu'ils savent qu'ils peuvent effectivement avoir à ce moment-là à leur disposition tous les éléments d'information nécessaires, donc que ce soit le volet apprentissage, que ce soit la partie ingénierie financière, que ce soit les volets ensuite à l'internationalisation, donc pour les entreprises qui veulent travailler à l'export, donc d'avoir des interlocuteurs uniques. Et c'est de cette manière que, en rationalisant, en simplifiant finalement donc les démarches administratives et en se rapprochant du chef d'entreprise et du porteur de projet, que l'on peut donner, de notre point de vue, davantage d'efficacité. Donc c'est pour ça que nous voulons aller vite, c'est pour ça que nous voulons faire en sorte que ce dispositif-là soit effectif et effectivement mis en place dès septembre.
Messieurs faisaient part exactement aussi du dispositif qui avait permis de développer encore plus l'apprentissage. Est-ce que la région Réunion reconduit ce dispositif? Il y a systématiquement donc, opéré une évaluation des politiques publiques que nous menons. Donc sur ces points, sur la question de l'apprentissage, sur la question du coût zéro aujourd'hui donc à l'embauche, bien sûr que ces dispositifs seront reconduits. Il y a des points de faiblesse. Parmi les points de faiblesse, il y a celui lié notamment à l'ingénierie financière. Nous n'arrivons pas aujourd'hui à mobiliser suffisamment de moyens pour pouvoir accompagner les entreprises au moment où il faudrait pouvoir le faire. Donc nous travaillons actuellement et c'est, je le précise également, donc c'est tout le sens du schéma régional donc, que nous mettons, du schéma régional de développement économique, donc que nous remettons en place aujourd'hui pour pouvoir justement affiner et améliorer le dispositif lié à l'ingénierie financière, faire en sorte que les fonds de l'FCPR qui ont été mis en place soient davantage productifs et soient mieux ciblés encore qu'ils ne l'ont été jusqu'à maintenant. Mademoiselle Réchichou, vous avez une jeune expérience en tant que PDG. Est-ce que vous auriez des questions à poser à des personnes qui ont un peu plus d'expérience ou directement à notre président de la région Réunion? Oui, à ce monsieur. Et en fin de compte, ça vous sert à quoi d'être PDG d'une grande entreprise de Mascarène? Ça, c'est comment? Alors, comment là, effectivement, d'abord bienvenue dans notre monde de PDG, parce que vous êtes vous-même PDG, donc si je comprends bien. Il n'y a pas d'utilité à être président directeur général. Il y a une fonction, un statut et une responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des salariés qui travaillent au sein de l'entreprise. Donc on a une mission, c'est de faire en sorte que l'entreprise se développe, avec certaines sécurités, ne pas prendre trop de risques, mais il faut savoir en prendre. Et on a surtout une mission extrêmement importante quand on dirige une entreprise, c'est de se projeter à 5 ans. Donc ce n'est pas de travailler sur le quotidien, mais de se dire et d'expliquer aux gens avec qui on travaille qu'est-ce que nous souhaiterions faire dans 5 ans. Et donc c'est de donner du sens à tout ce que nous faisons aujourd'hui pour arriver à un objectif. Donc nous abordons des thèmes très divers, mais assez quotidiens dans la vie d'une entreprise, l'apprentissage, le développement de l'outil, l'internationalisation des entreprises. Est-ce que ce n'est pas ici justement tout l'enjeu du pilier 3 qui consiste à libérer les entreprises et libérer les énergies? Il y a ce que nous avons évoqué ce matin, tout ce que les collectivités locales, tout ce que les acteurs locaux peuvent mettre en place. Et encore une fois, pour ce qui concerne la région Réunion, nous sommes pleinement mobilisés. Donc le développement économique, c'est le cœur, encore une fois, d'action, le cœur de métier de la région Réunion. Et puis il y a tout ce que nous ne pouvons pas faire seuls. Et donc nous avons besoin de développer un certain nombre de partenariats, un partenariat utile avec l'Europe, un partenariat utile au niveau national. Et c'est tout le sens aujourd'hui de ce volet expérimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la question des charges sociales aux entreprises, sur la question de la fiscalité aux entreprises, donc nous voulons aujourd'hui ramener un niveau de fiscalité beaucoup moins important qu'il ne l'est aujourd'hui, donc 15% pour toutes les entreprises, notamment les très petites entreprises, pour redonner de la compétitivité finalement aux entreprises réunionnaises. Mais je ne peux pas prendre cette décision au niveau local et je suis obligé effectivement de faire valoir cette idée donc, au niveau national. Et donc le principe de l'expérimentation, c'est sur la question de la fiscalité, sur la question des charges sociales, sur la question de l'aménagement du territoire, donc en nouvelles zones d'activité, sur la question de l'internationalisation, comment mieux accompagner encore aujourd'hui les entreprises réunionnaises qui veulent travailler avec les autres îles de l'océan Indien, qui veulent travailler avec les pays d'Afrique. Donc pour tout cela, nous avons besoin effectivement d'un cadre législatif qui soit mieux adapté aux réalités réunionnaises, aux spécificités réunionnaises aujourd'hui. Et donc c'est tout le sens, encore une fois, de cette demande d'expérimentation que nous formulons, d'une loi organique que nous voulons poser d'ici la fin de cette année pour être encore plus opérationnel et encore plus près, encore une fois, les entreprises dans le cadre de leur compétitivité. Merci Monsieur le Président, merci à tous et à très bientôt sur OTV.